il y a quelques années, j'en parlais avec Sarah, mais nous avons tenu un grand colloque à la Bourse du Travail, l'autre côté, pas cette salle-là, mais l'autre côté, où on avait beaucoup échangé et où on avait y compris discuté sur cette question de la convergence entre les hommes et les femmes pour faire en sorte de limiter ces violences, pour les réduire, pour les éradiquer, quelles attitudes il devait y avoir. C'était un sujet quand même assez passionnant. Mais on y reviendra certainement dans les débats. Je voulais aussi vous dire que je regrette qu'une de mes amies n'ait pas pu être avec nous ce soir, Frédérique Marx, que vous connaissez peut-être, qui est la fondatrice, la pionnière en la matière, puisque c'est elle qui a fondé en 2014 la première institution, organisme pour prendre en charge d'une manière un peu collective et pluridisciplinaire les femmes victimes de violences et les enfants aussi, et qui en fait vous salue ce soir. Frédéric, quelqu'un que j'ai connu avant qu'elle ne se lance dans cette activité en 2014, c'est une personne extrêmement courageuse, volontaire, et qui fait beaucoup pour cette cause. Voilà, donc je tenais à l'excuser et à vous dire que elle était dans notre cœur en tout cas, parce qu'elle mène un combat vraiment important. Voilà, donc je vais pas être trop long, je laisse la parole à Sarah, qui va vous parler de son œuvre, puisque c'est une œuvre, et préciser aussi pourquoi nous avons décidé, nous, technologiens, avec Dorothée, avec les équipes, d'aller avec Sarah, au-delà de la sympathie qui nous lie depuis de nombreuses années, depuis qu'on s'était rencontrés au prix du roman d'entreprise et du travail que nous organisons depuis 15 ans. Sarah avait gagné le prix, elle avait été lauréat, et le ministre le ministre du Travail lui avait remis ce prix. Elle avait un bébé dans les bras, c'était magnifique. Je me rappellerai toujours de ce moment, qui était vraiment merveilleux. Voilà, donc, et le livre que je vous invite à lire, qui est un livre aussi très intéressant, il était le cas zéro, donc elle raconte le cas du premier, le premier patient victime de SIDA qui est pris en charge dans les hôpitaux en France à la veille de la Covid. Vous voyez ce que ça signifie, donc le problème de la contamination, le problème de ramener la mort à la maison qui étreignait à l'époque les soignants. C'était un livre merveilleux, je vous invite vraiment à le lire. C'est un thriller intéressant. Deuxième chose, bon, là on a l'écriture. La semaine dernière, je disais que Dorothée et son équipe avaient organisé une avant-première avec un film, la syndicaliste, avec Isabelle Aubert, qui est un film aussi merveilleux et qui montre aussi, là encore, les violences faites à une femme qui s'était dressée contre l'arbitraire, et que je vous invite à voir demain. Le film sortira demain. Nous, on avait organisé une avant-première. Certains d'entre vous étaient d'ailleurs parmi nous à cette soirée, qui était magnifique aussi. Voilà, donc on pense, nous, à Technologia, que l'art, que l'écriture, que le théâtre, que le cinéma participent de l'évolution des mentalités. Et donc, quand on peut, on pousse ces vecteurs pour permettre de faire évoluer les mentalités, car on a beaucoup de retard et je pense que même on régresse en matière de mentalité sur ces questions sociales qui doivent trouver réponse à la fois bien sûr en matière de sanctions, c'est sûr, mais aussi en matière de repositionnement à égalité, dans une véritable égalité et une complémentarité des hommes et des femmes. Voilà, je laisse la parole à Sarah. Bonsoir. Bon, alors, les féminicides et les morts du sida, effectivement, ça dresse le portrait des choses joyeuses que j'écris. Mais pour le coup, le début de 125 et des milliers, c'est pas de la fiction. Je vais vous raconter les coulisses de ce projet. C'est un livre qui sort dans quelques jours, puisqu'il sort le 8 mars, date assez symbolique. Mais lorsque j'en ai parlé à Jean-Claude et à Dorothée, ça leur tenait à cœur de dévoiler les coulisses avant la sortie du livre. Donc c'est un peu étrange de parler d'un livre avant qu'il soit disponible, mais au moins vous êtes les premiers à en entendre parler. Bonjour à tous, et puis merci à Technologia d'avoir organisé cette rencontre autour de cette noble cause. Alors, moi je me présente, donc je suis avocat, plutôt pénaliste, et j'ai une structure également généraliste, et donc voilà, je suis assez, dans mon profil, on va dire, combattant, ce qui aide. Et puis, ça fait quelques années maintenant que je me suis intéressé un peu plus que je ne le faisais depuis toujours
à la cause des violences intrafamiliales et plus particulièrement celles dont souffre la gente féminine. Donc voilà, je remercie Sarah également de m'avoir permis d'être présente pour essayer modestement d'apporter quelques éclaircissements. Bonsoir à toutes et à tous. Donc moi je suis Sandrine Bouchet, je suis la présidente de l'Union nationale des familles de féminicides. Je suis également une famille de victimes. Je voulais remercier déjà tout le monde de nous avoir associés à cet événement et plus particulièrement Sarah d'avoir relaté l'histoire de nos victimes et à travers ce livre d'avoir pu leur rendre une âme. Parce qu'aujourd'hui, on se rappelle de comment elles sont mortes et grâce au livre de Sarah, on se rappelle de qui elles étaient vraiment de leur vivant. Voilà. Bonjour, je m'appelle Christine Launois, je suis juriste sociale, en droit social. Je travaille au sein de l'UNFF, notamment dans tout ce qui est évolution législative, ce qui est très important d'adapter nos lois actuelles à ce qu'on voudrait qu'elles soient. Bonsoir, je m'appelle Victoria Géraud-Valmont. Je suis une jeune journaliste qui a fait des études de sciences politiques et de sociologie politique et j'ai beaucoup travaillé sur la question du genre dans le travail notamment et je suis aussi là en tant que militante pour les droits des femmes. Voilà, on va commencer par là. Allez-y. Bonsoir, je m'appelle Rada Hatem, je suis gynécologue obstétricienne et responsable de la Maison des femmes de Saint-Denis, un lieu qui accueille les femmes victimes de violences. Bonsoir, je suis Virginie Linard, je suis directrice des opérations RH au sein du groupe UF et je représente la partie entreprise autour de cette table. Bonsoir à toutes et à tous, je suis Céline Marcovici, avocate au barreau de Paris en droit des personnes et de la famille, également présidente de l'association Avocats Femmes et Violences. Mon rôle au quotidien, c'est d'accompagner, comme vous l'avez compris, les femmes qui sont victimes de violences, que ce soit devant le juge aux affaires familiales ou devant les juridictions pénales. Bonjour, Amélie Quintana. Moi, je suis avocate de formation aussi, mais je travaille comme consultante RSE, donc responsabilité sociale et sociétale des entreprises depuis 10 ans maintenant. Donc, j'accompagne les entreprises dans leur démarche et donc dans la partie sociale, en fait. Et à titre plus personnel, je suis l'ancienne associée de Sarah avec qui j'ai travaillé pendant de très nombreuses années. Très bien. Bon. Allez. Et de nombreuses années qui vous a plu. Est-ce qu'on a besoin du micro? Oui, on a besoin. Ah, d'accord, pardon. Il faut le prendre comme ça, tu vois. Voilà. Il faut le prendre. Voilà. Alors, on va commencer. Donc, le livre qui va sortir s'appelle 125 et des milliers. Comme l'a un peu évoqué Sandrine, je me suis enfuie avec mon bébé dans la nuit du 5 au 6 juin 2020, en pleine nuit. Je sais, il était entre 2h et 3h du matin. C'était pas la dispute la plus violente, mais en tout cas, c'était la dispute de trop, ou en tout cas celle où je me suis dit qu'il n'y aurait pas d'après sans réel risque, puisque pour espérer dormir quelques heures, je m'étais réfugiée dans la salle de bain en espérant dormir dans la baignoire, sans que le père de ma fille ne vienne me harceler toute la nuit. Et il a ouvert la porte avec un couteau, parce qu'il n'avait pas fini de m'insulter. Et je me suis dit que si on en était là, enfin, si j'avais même pas le droit de me cacher dans la baignoire, et que pour lui, ça faisait partie de l'acceptable de sortir un couteau, je voyais pas quelle étape il y aurait ensuite. Donc j'ai couru, je me suis adossée à la porte de la chambre de ma fille, j'ai appelé à l'aide et ma famille sont venus à 4 me chercher et je suis plus retournée chez moi. Ma fille avait 16 mois. À ce moment-là, je suis partie donc vivre chez mes parents pendant 2 mois. Et j'ai pris conscience de beaucoup de choses. Enfin, déjà que je ne savais pas forcément nommer ce qui avait fait qu'une femme comme moi, et c'est pas une façon de, c'est pas du mépris, mais moi je suis quelqu'un qui a fait des études. J'ai pas grandi dans la misère, j'ai pas grandi dans une opulence folle, mais en tout cas j'ai un père qui est médecin, j'ai une maman qui est institutrice.
Je suis quelqu'un qui sait parler, je suis écrivaine, je sais utiliser les mots, je sais comprendre. Et j'avais l'impression d'être folle parce que je me suis dit comment ça se fait qu'avec tout ce bagage, j'en suis arrivée là où j'en suis arrivée, à avoir perdu ma dignité quelque part. Le premier chapitre du roman s'appelle d'ailleurs Le Saladier, où j'explique comment j'ai pris conscience que vraiment ma vie allait de travers. Quand pendant le confinement, j'avais tellement peur de tirer la chasse d'eau et que ça réveille le père de ma fille et que encore une fois il m'engueule, que j'étais très contente d'avoir eu l'idée de cacher un saladier dans la chambre de ma fille pour faire pipi. Et où évidemment un jour ça a débordé et je me suis retrouvée à tout éponger pour pas que ma fille se prélasse dans ma pisse. Pardon, c'est un peu trash, mais pour vous dire que voilà, je suis capable d'être élégante, d'avoir des propos élégants, puis j'en suis arrivée là dans ma vie. Et je me suis dit comment ça se fait que moi, qui ai eu toutes les cartes en main, j'ai pu en arriver là. Donc je me suis demandé si j'étais folle, je me suis demandé si j'étais vraiment un cas irrécupérable, et j'ai cherché des femmes comme moi. Je suis à chercher féminicide sur Internet, et finalement, ce que j'ai trouvé, c'est des numéros. Parce qu'aujourd'hui, la principale façon dont on parle des féminicides, c'est on en est à 84 femmes tuées, 85, 86, etc. Et puis donc j'ai cherché un peu plus, j'ai trouvé des articles dans les journaux où il y avait très rarement le nom complet des victimes. Il y avait un titre choc, 40 coups de couteau, et puis ça parlait de l'accusé. Qui avait soit perdu les pédales, soit cédé à sa jalousie, enfin tout le vocabulaire utilisé régulièrement en fait, quelque part pour inconsciemment ou consciemment déresponsabiliser. Bref, je me suis dit mais en fait qui est-ce qui meurt? Je savais pas qui étaient ces femmes. Est-ce que je me demandais est-ce qu'il y en avait une qui était comme moi? Est-ce que c'était, comme on a tendance à le montrer, des femmes qui avaient eu des bleus pendant des années et que personne n'avait secouru, qui savaient pas forcément ni lire, ni écrire, ni appeler la police. Enfin, pardon, j'exagère, je tire un peu le trait, mais on en est quasiment là dans la façon dont on raconte qui sont les victimes. Donc là, je me suis dit, ben, pour le coup, je sais pas trop où je vais, mais j'étais animée d'une mission quelque part où je m'étais dit mais si ça avait mal tourné pour moi, je pense que pour ma mère, pour ma fille, ça aurait été une double peine, non seulement que je sois plus là, mais que ce qui reste de moi, ce soit un numéro annuel de féminicide et puis un gros titre un peu macabre. Donc je me suis dit ben les statistiques on en a besoin pour faire évoluer les lois, si tant est qu'ils le reflètent réellement la réalité, ce qui n'est pas tout à fait le cas aujourd'hui. Mais peut-être qu'on peut les humaniser. Donc, je suis repartie des statistiques. Une femme qui meurt tous les 2 jours et demi, ça veut dire en moyenne 125 par an. Je me suis dit, qu'à cela ne tienne, je vais retrouver 125 familles. Je veux qu'elles me racontent qui était la personne qu'elles ont perdue et je vais dresser les portraits de 125 victimes. Pour qu'on sache qui elles étaient et pas comment elles sont mortes. Puis l'idée a continué de cheminer. Je me suis dit, bon, ma mère est persuadée que je suis une immense écrivaine, mais moi j'ai les pieds sur terre, je sais très bien que je ne saurais pas me réinventer sur 125 portraits, et pourtant je veux absolument qu'on les lise, que chaque portrait est une singularité, parce que toutes ces femmes étaient uniques et singulières. Donc je veux leur offrir cette unicité. Donc très vite je me suis dit, ben je vais pas les écrire moi, je vais confier 125 portraits à 125 rédactrices qui ont un impact dans la société. Donc il y a parmi elles Amélie Rada Hatem, qui est quand même la fondatrice de la Maison des Femmes et qui a un rôle quand même assez important, enfin qui a eu un rôle assez important pour moi puisqu'elle est la première à m'avoir ouvert les bras. J'ai trouvé très important aussi que les droits soient reversés à une association qui est active. Donc l'UNFF, elle vient en aide auprès des familles qui ont perdu un proche et pour qui bien souvent le drame du féminicide n'est que le début d'une série de drames qui sont face à des situations administratives totalement ubuesques. Donc voilà, ça me semblait important d'aller dans le sens de la vie. Donc pour moi, cette association était dans le sens de la vie. Donc voilà, il y a 125 personnes qui ont écrit des portraits.
dont donc Rada, mais aussi Marlène Chapard, Julie Gaillet, Horatica, Tissot Lecoq, beaucoup de personnes qui ont un écho dans la société. Il y a aussi des chapitres que j'ai appelés les chapitres des témoins. Pour le coup, j'ai essayé de remonter la chaîne de la violence pour qu'on ait une vision des professionnels qui agissent, ou en tout cas des personnes concernées. Donc ces témoins, j'aime pas parler de mots experts, c'est peut-être un défaut que j'ai, mais je sais pas si on est véritablement expert un jour de quoi que ce soit dans la vie. Donc témoin, ça me plaisait plus. Donc ça part de ma maman, que j'ai voulu interviewer pour savoir ce que ça faisait d'avoir une fille qu'on sent s'éloigner sous une emprise, qui change physiquement, mentalement, psychologiquement, etc., etc. J'ai aussi interrogé une avocate spécialisée qui est Maître Marcovici. J'ai aussi interrogé l'UNFF, j'ai interrogé une policière, une juge, une magistrate, enfin énormément de personnes, une psychiatre, une spécialiste des chocs psychotraumatiques pour savoir ce qui se passe lorsqu'on est victime. Donc voilà, j'ai essayé de donner un panel assez complet pour qu'on puisse avoir une vision du problème global. Et puis il y a aussi 12 chapitres qui sont 12 parties de mon témoignage à moi. Voilà en gros le livre que vous pourrez trouver d'ici une semaine. Alors j'ai beau lutter contre les statistiques, je pense que c'est quand même important qu'on sache de quoi il s'agit. Donc je vais vous donner quelques chiffres quand même, sachant qu'ils sont extrêmement en deçà de la réalité. Déjà parce que la notion de féminicide, alors il faut bien trouver une terminologie qui rassemble, mais le féminicide conjugal en tout cas concerne uniquement les femmes qui ont été assassinées par leur conjoint ou ex-conjoint, de façon reconnue, enfin voilà, poignardées, on leur a tiré dessus, etc., etc. Le problème, c'est qu'il y a plein d'autres façons de mourir de la violence de son compagnon. Déjà, aujourd'hui, si on rajoute les suicides forcés qui sont aujourd'hui reconnus par la loi dans le décompte des féminicides, ben ça double tout simplement, voire triple, le nombre de féminicides annuels. Pourtant, c'est pas du tout rare, les suicides forcés. Il y a tout un chapitre, enfin, toute une partie du livre qui est consacrée à ça, notamment celui de Céline, qui a sauté par la fenêtre du 5e étage avec son bébé de quelques semaines, parce qu'elle venait de recevoir le SMS de son mari, qui l'avait séquestré une semaine et qui n'était pas du tout content parce que son amante venait de le plaquer, et donc il a écrit à sa femme « je vais te défoncer ». Donc quand on en arrive à sauter par la fenêtre avec son bébé, c'est qu'on ne voit plus de lendemain possible. Ça a été reconnu comme un féminicide uniquement depuis 2020. Donc c'est très récent. Ça ne dit pas, les féminicides, toutes les femmes qui s'éteignent et qui ne sont plus jamais celles qu'elles auraient dû être. Ça ne dit pas toutes les femmes qui développent des maladies parce qu'elles ne savent pas comment mourir. Je le raconte moi dans le livre. Je dis ça en connaissance de cause, puisque à de nombreuses reprises, je ne savais pas comment mourir. J'avais pas le courage de le faire de façon franche, et j'espérais qu'on me découvrirait une maladie où j'aurais plus d'autre choix. Et lorsque j'ai eu ma fille et que j'ai commencé à l'allaiter, je me suis rendu compte que j'avais une boule quiétante, donc j'ai dû la sevrer d'urgence et j'étais en train de développer une maladie. Donc heureusement, je suis rentrée dans un protocole de surveillance, mais ce qu'on m'a expliqué, c'est que j'étais sur le fil et qu'il y avait une partie totalement psychologique à ce que j'étais en train de développer. Et c'était soit je changeais de vie, soit j'allais être exaucée dans mon envie d'en finir avec cette vie-là. Tout ça, ça ne rentre pas du tout en compte. C'est même à peine reconnu. Enfin, je veux dire, la partie psychologique qui entre dans les cancers et dans certaines maladies cardiovasculaires, etc., on n'en parle quasiment jamais parce qu'on a une vision très très scientifique de la médecine.
et des possibilités de guérison. Pour le coup, moi je suis intimement convaincue que la part psychologique est essentielle. Donc voilà, dans les statistiques des féminicides, tout cela ne rentre pas en compte. Donc il faut tout simplement en avoir conscience et se dire que c'est très bien qu'on puisse avancer et légiférer grâce à des termes, mais que ces termes, forcément, ont leurs limites aussi. Donc, en moyenne, une femme est tuée tous les 2,5 jours dans la notion réduite de féminicide, donc sans inclure les suicides forcés. Si je résume ça, donc bon, moi les pourcentages, je trouve que c'est toujours compliqué de se les imaginer. Donc je suis repartie du 125 et j'ai compté. Donc ça veut dire que il y en a 20 qui ont moins de 30 ans parmi ces 125. Il y en a 66 qui ont entre 30 et 50 ans, 38 qui ont entre 50 et 70 et 22 qui ont plus de 70 ans. Il y en a 30% qui sont tués par arme blanche, généralement des couteaux, 28 par arme à feu, 18 qui sont étouffés, 10 qui sont battus à mort et 3 qui sont brûlées vives. Les autres, elles sont soit c'est un mélange de tout ça, soit noyées, défenestrées ou torturées à mort. Tout cela est lié avec toutes les problématiques de genre, comme le fait qu'une femme sur 6 fait son entrée dans la sexualité par un rapport non consenti, qu'une femme sur 3 dans le monde au moins a subi les violences physiques et ou sexuelles de la part d'un partenaire, généralement quelqu'un d'identifiable et de proche, et qu'une femme sur 2 a déjà subi des violences sexuelles en France. Bon, je pourrais continuer sur les chiffres pendant très très longtemps. Il y en a juste certains que j'aimerais vous donner pour vous dire que, évidemment, on a tous entendu parler de ce qu'était la violence faite aux femmes, etc., que c'est un sujet très important. En revanche, il y a le rapport, peut-être que vous avez entendu parler de ça, sur l'état des lieux de l'égalité, le rapport de l'égalité sur l'égalité des femmes et des hommes, dont je voulais vous donner certaines conclusions qui me semblaient intéressantes. Alors attendez, il faut que je retrouve la page 504. Donc, dans notre pays, une femme sur 4 a déjà vécu une situation d'emprise par l'homme qu'elle aimait. Parmi les femmes âgées de 50 à 64 ans, une femme sur 5 a suivi la violence physique de son compagnon. Or, près d'un homme sur 4 considère que la violence est nécessaire pour être respectée dans la vie. La peur des agressions par les hommes pousse la majorité des femmes à des renoncements quotidiens, comme prendre les transports le soir, pratiquer certaines activités, s'habiller comme elles aimeraient, imposer leur point de vue, demander des augmentations. Je parle de tout ça et du lien entre les différents problèmes liés aux problématiques féministes parce que parmi les conclusions et en tout cas les observations que j'ai tirées, le féminicide n'arrive pas n'importe comment. Il arrive généralement quand la femme décide de mettre un terme à la relation. C'est généralement quand elle s'en va ou quand elle a une nouvelle relation ou quand elle tombe de nouveau enceinte ou quand les papiers de divorce arrivent qu'elle se fait tuer. Il y a des exceptions, mais la majorité des cas, c'est ça. Pourquoi ? Parce qu'à ce moment-là, elle n'est plus la possession de celui qui pensait la posséder. Et ce principe de possession et de relation de domination est inculqué par notre société. Voilà, donc c'est important de penser le féminicide en termes individuels, mais aussi en termes sociétals. Enfin, il y a un problème qui est pécunier. Avant ça, je voudrais quand même dire que un homme sur 4 pense qu'on en fait trop sur le sujet. 16% pensent qu'une femme agressée est en partie responsable de la situation. Et la majorité des femmes renoncent à porter plainte parce que
notamment sur les viols, trop peu de procédures aboutissent. Et je tenais juste à donner le chiffre que le coût pour la victime d'une procédure judiciaire pour viol est en moyenne de 10 657 €. Voilà. Donc, j'ai retrouvé 125 familles à peu près. Les retrouver, c'est en moyenne 12 heures de travail, hein, parce qu'on n'a pas le numéro de téléphone portable de la maman d'une défunte dans un article de journaux. Donc, c'est assez long. Je les ai toutes interrogées, j'ai enregistré en audio mes interviews que j'ai renvoyées à chaque rédactrice pour qu'elle soit plongée dans l'univers de la famille qui souffre et qu'elle puisse mesurer ce qui est en cause. Mais voilà, pour le livre, le petit résumé. En revanche, aujourd'hui, on est là pour donner un lien avec la problématique de l'entreprise. L'entreprise, pour moi, de la même façon que les statistiques déshumanisent, quand on dit entreprise, c'est déjà déshumaniser ce qui compose l'entreprise, c'est-à-dire sa valeur humaine. Moi, je me suis souvent fait cette remarque parce qu'avec Amélie, on a travaillé longtemps pour des entreprises que tout le monde adore détester et où finalement on rencontrait des gens plutôt bienveillants et plutôt qui avaient envie de changer, de faire avancer. Donc une entreprise, de la même façon que 125 féminicides, c'est 1 plus 1 plus 1 plus 1, une entreprise, c'est 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus toutes les personnes qui la composent. Voilà. Et c'est autant d'histoires, de situations familiales différentes que de salariés. Donc forcément, on passe les 2/3 de notre temps au travail, la moitié des couples se font sur le lieu de travail, les collègues avec qui vous déjeunez, vous prenez des cafés, des pauses cigarettes, etc. vous connaissent souvent mieux que certains de vos proches puisqu'ils vous voient tous les jours. Vous pouvez mentir au téléphone quand vous avez votre maman, vous ne pouvez pas mentir à votre collègue qui vous voit, qui voit le nombre de nuits blanches que vous passez, les réactions que vous avez quand votre portable sonne, etc., etc. Et surtout, donc, les collègues ont forcément un rôle. On parlera du rôle officiel de l'entreprise, mais en tout cas, au niveau humain, les collègues ont un rôle. Je tiens à dire que quand un féminicide arrive, j'ai interrogé les familles, mais j'ai aussi interrogé des collègues qui ne se remettent pas de n'avoir rien fait, qui avaient compris qu'il se passait quelque chose, qui n'ont jamais osé aborder clairement le sujet, qui n'ont jamais osé en parler aux ressources humaines, qui n'ont jamais finalement osé briser le tabou et qui s'en veulent encore parfois 10, 15, 20 ans après, du moins pour ceux que j'ai interrogés. Et l'entreprise a un rôle, on n'y pense pas toujours, au niveau de l'effet miroir. C'est-à-dire que moi, quand j'allais au travail et que je voyais que les gens avaient des vies normales ou allaient à une réunion un petit peu tard, bah, c'était pas si grave. Aller en déplacement, c'était pas un mois de supplier la personne avec qui on vit pour qu'elle nous y autorise parce qu'il y a un problème et qu'on risque de se faire virer si on ne remplit pas la mission. Que quand je voyais les gens qui tombaient enceintes et pour qui c'était une joie, les gens qui se mariaient et que ça a semblé naturel, les gens qui avaient des cadeaux pour la Saint-Valentin, enfin, qu'on aime ou pas la Saint-Valentin. Enfin, en tout cas, ça vous envoie un miroir de prise de conscience du fait que ce que vous êtes en train de vivre n'est pas normal. Même si vous n'êtes pas encore capable de l'admettre, c'est des signaux qu'on vous envoie. Voilà. Et qui sont, à terme, nécessaires pour agir. Et puis, il y a aussi le fait que les personnes qui sont victimes de violences, elles aussi travaillent. Donc, elles ont besoin de vous. Les personnes qui sont les familles victimes de féminicide, elles aussi travaillent et vont avoir besoin d'aménagement, vont avoir besoin de compréhension. Donc on a besoin de médiatiser ces problématiques-là. Il y a autour de cette table notamment une sœur qui a récupéré sa nièce. Faut l'assumer financièrement, tout ça. Il n'y a pas beaucoup d'aide. Faut l'assumer psychologiquement quand soi-même on a perdu un proche, de continuer à travailler, de continuer à remplir des tâches qui parfois peuvent vous sembler absurdes. Parce que quand on perd le sens de l'existence, quand on perd quelqu'un de cher, se lever à 8 heures du matin pour aller se faire engueuler parce qu'on n'a pas imprimé le nombre suffisant d'exemplaires pour la présentation, ça peut un peu sembler ubuesque.
mais c'est une réalité. Donc voilà, donc ici il y a Amélie Quintana à qui j'ai demandé d'écrire le chapitre sur Marie Trintignant, qui finalement est devenue un symbole pour tout le monde. Pour moi, c'était essentiel qu'Amélie soit là, parce que c'est tout simplement elle qui m'a dit de porter plainte quand j'ai eu la main cassée. Je l'ai pas écoutée, mais je sais que pour elle, c'était pas facile. Et j'aurais aimé qu'elle raconte ça, ce que c'est d'être une collègue. En tout cas, à cette époque-là, on était plus qu'une collègue puisqu'on était associés, mais on avait été collègues au préalable. Et elle avait vécu mes paniques à chaque fois que le téléphone sonnait et que c'était celui qui est devenu le père de ma fille, que même dans des réunions absolument capitales, je devais partir pour répondre parce que je n'avais pas le droit de ne pas répondre si c'était lui qui appelait, peu importe qui y avait en face. Donc voilà, je vais lui passer le micro. Pardon, c'était peut-être un petit peu long, mais c'était toute la première partie. Merci Sarah. C'est pas très facile de se replonger là-dedans et en tant qu'associée, je ne peux pas imaginer pour les familles, à chaque fois je pense à ça. Quand j'ai commencé à travailler avec Sarah, ça n'a pas été très long avant que je réalise qu'il y avait un problème. D'abord, il y avait toutes ces règles qu'il fallait respecter, des règles complètement folles. Pas possible d'accepter des réunions avec des hommes ou certaines choses qu'elle ne pouvait pas porter, tout ça. Mais en fait, il y avait plein de signaux, il y avait cette espèce de texto qui arrivait en permanence tout le temps en réunion, qui la faisait sortir de réunion et tout ça. Et je la voyais en panique totale, c'était comme si d'un coup il n'y avait plus que ça qui comptait et c'était effrayant à voir. C'était pas la première fois que j'avais une collègue qui rencontrait ce genre de difficulté, donc très vite j'ai été alertée. Et en fait, c'est très compliqué parce qu'on peut pouvoir amener à libérer la parole dans ces cas-là quand on est collègue ou à l'occurrence quand on était associé. Donc je passais quand même une grande partie de mes journées avec Sarah. Et il faut arriver à mettre à l'aise les personnes en disant oui, alors qu'est-ce qui se passe et tout ça, tu vas en parler. Il faut essayer d'être à l'écoute en fait. Et du coup, la façon dont je l'ai vécu moi, c'est d'abord j'étais inquiète, puis ensuite quand j'ai vu les choses s'intensifier et l'effet que ça avait sur elle, j'étais terrorisée, et puis en colère, et on gère, parce que gère certainement, et bien plus fort, les familles, c'est-à-dire d'être là et d'être avec cette colère, cette peur et cette impuissance. Sarah, au fur et à mesure qu'elle a commencé à me raconter, j'ai essayé d'être là et de lui dire non seulement je te crois, mais il faut que tu comprennes que tout ça c'est pas normal et de jamais changer cette version-là parce que je pense que la pire erreur dans ces cas-là c'est de dire c'est pas très grave, c'est juste qu'il est très jaloux et tout ça. C'est-à-dire qu'il faut arriver à dire aussi à l'autre, à pas essayer de côté en touche parce que c'est pas facile et à dire ce qui se passe là c'est pas normal, ça n'est pas normal et je l'ai répété encore et encore, je sais plus combien de fois, mais c'était du quotidien et c'était désespérant. Il y avait à l'œuvre une force contre moi qui n'était pas rationnelle, c'est-à-dire que Sarah avait cette espèce d'impression qu'elle n'était pas à la hauteur par rapport à lui, que de toute façon elle avait de la chance d'être avec lui. Il avait tellement déprécié physiquement et moralement que de toute façon elle n'avait plus la force de prendre la moindre décision. Donc très compliqué, donc la terreur, la peur, la colère. Et il faut arriver à gérer ça sur le long terme et c'est très compliqué. Et effectivement, il y a eu un moment où c'est devenu encore pire pour moi. C'est le moment où Sarah est devenue maman et où du coup j'ai réalisé que les risques sur lesquels je l'ai alertée, parce que je me suis retrouvée à écrire sur Marie Trintignant parce que je lui parlais de Marie Trintignant en lui disant regarde comment ça a fini pour elle. Moi je pensais qu'elle allait être tuée, ça. Enfin, je pensais à ça, j'en parlais beaucoup dans ma famille. Je me disais un jour, je vais avoir un appel et elle sera morte. Et finalement, il y a eu cette main cassée pour laquelle Sarah a commencé par nous mentir. Hein. Désolée, c'est vrai, elle a dit à sa famille, et elle m'a dit à moi au début que c'était un accident. Puis finalement, elle nous a expliqué que c'était pas du tout un accident. Et là, du coup, il y a eu, il faut que tu portes plainte, je vais pas lâcher mon jour. Et je n'ai pu arrêter jusqu'à ce qu'elle porte plainte. J'ai eu son père au téléphone. Et tous les deux, et toute sa famille derrière, on a œuvré pour qu'elle y aille. Parce que la difficulté, c'est-à-dire que j'ai joué ce rôle aussi, parce qu'elle était tellement isolée de tous ses amis et de sa famille, que c'est pas comme si tout le monde était là en train de... Il y a l'isolement qui joue énormément dans ces situations-là.
Donc voilà, ça c'est mon expérience. Moi j'ai commencé à respirer depuis le jour où elle est partie. Bon, elle est partie pour de bon, où j'ai compris qu'elle allait vivre. Et je ça fait du bien. D'autres n'ont pas eu cette chance. Ben, non, mais bon, voilà, c'était important pour moi de montrer que les collègues ont un rôle. Effectivement, Amélie, ce que je tiens à préciser aussi, et qui est important, quand elle disait c'est pas normal, etc., il y a les gens qui disent c'est pas normal et qui jugent, et il y a les gens où on sent qu'ils vous disent c'est pas normal, mais qui jugent pas. Et elle ne m'a jamais jugée. Elle m'a toujours assurée en me disant qu'elle était là, qu'elle tenait à moi. Et je pense que s'il y a une leçon à tirer de tout ça, c'est avant tout sécuriser la personne, donner de l'affection, parce qu'il y a on va le voir avec Rada, mais une faille et un besoin d'affection terrible quand on en arrive à accepter tout ce qu'on accepte. Donc si on se met en position directe de jugement, la personne en face ne peut même pas vous écouter. Donc voilà, c'était important pour moi qu'Amélie témoigne de ça. Je voudrais qu'on revienne à l'essentiel, ce qui est que finalement c'est quoi la violence et qui est-ce que ça concerne. Aujourd'hui, il y a Marlène Schiappa qui sort un livre où elle explique, elle cite une phrase comme ça qu'elle a entendue, c'était juste une gifle, c'était juste une grosse colère, bon, ça nous arrive très rarement, etc., etc. Il y a encore aujourd'hui une représentation des violences faites aux femmes à travers la violence physique. Or, légalement, la violence psychologique est tout aussi importante, et parfois on met plus de temps à se remettre de la dévalorisation de soi-même qu'à laisser un bleu cicatriser. Donc voilà, je voulais que Rada nous explique quand commence Rada Athènes, pardon, excuse-moi, nous explique quand est-ce qu'on peut parler de violence, quand est-ce qu'elle commence, quelle est sa définition de la violence, et pourquoi la plupart des victimes mettent autant de temps à se rendre compte qu'elles sont victimes. Merci pour ce colloque. La violence, c'est difficile de la définir, c'est quelque chose qui fait mal à l'autre, et en général, c'est un acte volontaire, et c'est ça qui le différencie de plein d'autres situations compliquées. C'est parce qu'on veut faire mal à l'autre, c'est parce qu'on veut le détruire, et en général, c'est un processus pensé. C'est pas du tout quelqu'un qui est colérique et qui s'énerve, c'est quelqu'un qui est méthodique et qui veut détruire la personne en face parce que il faut qu'elle lui appartienne complètement, sinon c'est pas possible. Et la violence, ça peut commencer n'importe quand. On voit des jeunes filles, 12 ans, 14 ans, amoureuses d'un garçon dans la classe, et qui a très très bien compris comment impacter cette relation, parce que lui c'est le beau gosse, lui c'est la coqueluche, elle est pas la plus belle, et donc c'est super, il va lui dire « Oh, t'as trop de chance que je m'intéresse à toi », parce que il a repéré une vulnérabilité, une faille. Ils ont un instinct très très sûr pour repérer ça. Et donc à partir du moment où il y a cette admiration, ce désir d'amour, eh bien on peut, ça paraît fou, mais Sarah en est la preuve vivante, on peut absolument transformer quelqu'un à sa merci, le transformer en serpillière. Moi je suis toujours fascinée effectivement par des femmes fortes, des femmes éduquées, des femmes qui ont plein de compétences et qui, à cause d'un amour mal compris, se laissent comme ça complètement déprécier, complètement humilier, et qui ne voient pas en fait au début, parce que les agresseurs, c'est comme ça qu'on les appelle, sont des gens très malins. Ils ne sont pas du tout cash. Ils vont d'abord vous draguer éhontément et vous faire croire que vous êtes la plus belle, la plus merveilleuse. Jamais aucune femme n'a été aussi extraordinaire avec lui. Toutes les autres copines, elles étaient débiles, connes, elles ont
détruit sa relation, alors que vous êtes formidable. Et comme ça nous fait toujours plaisir qu'on nous dise qu'on est formidable, eh bien ça nous endort aussi. C'est-à-dire que beaucoup de compagnes pourraient se demander qu'est-ce qui s'est passé avec celle d'avant? Est-ce qu'elle était vraiment dingue, folle, stupide? En fait, la plupart du temps, pas du tout. Elle a juste subi le même sort, c'est-à-dire qu'elle a été victime de violence, et puis qu'ensuite il s'est arrangé pour qu'elle sorte du paysage. Si il l'avait tuée, on le saurait. Il ne l'a pas tuée. Et donc, au lieu de faire le club des ex, comme dit une de mes amies médecins, on pense qu'on est absolument extraordinaire et que c'est un vrai choix. Et du coup, tout devient acceptable. Et une fois qu'on est très accrochée, très amoureuse, eh bien, il suffit d'être très subtil, d'y aller par toutes petites touches, humiliation après humiliation, critique après critique, et tout est bon. Tu sais pas t'habiller, il y a qu'avec moi qu'on va te choisir des habits qui te vont bien, tu sais pas t'occuper de notre enfant, regarde, il arrête pas de pleurer, tu lui donnes le sein, t'es une vache, tu lui donnes le biberon, mais tu veux intoxiquer mon enfant. Et du coup, on sait même plus à quel sein se vouer, et on prêche sans arrêt le chaud, le froid, et la personne en face se dit, mais il a raison, je suis débile. Et petit à petit, on s'en convainc. Et puis, il y a beaucoup d'autres stratégies, c'est-à-dire que d'abord, l'isolement. J'ai plus envie qu'on aille voir ta famille, ta mère me saoule, tes copines sont sottes, reste avec moi, on va aller au cinéma, après tout c'est moi que tu aimes. Et donc, et petit à petit, on n'a plus de copines. Les parents se disent, oh ma fille a l'air très amoureuse, je vais pas faire ma maman juive, je vais pas l'appeler toutes les 2 heures pour voir comment elle va. Mais au contraire, appelle ta fille parce que ta fille ne va pas bien. Ta fille est sous emprise, ta fille vit une relation toxique et ne la laisse pas tomber. Autre stratégie, on va pas élever nos enfants dans cette ville qui pue, on va acheter une petite fermette un peu loin, ça t'est encore plus loin de tout le monde, avec un peu de chance, t'as pas le permis, et comme ça, je te tiens. Donc l'isolement, la dépréciation, et puis aussi, c'est Dr Jekyll et Mr Hyde. Je suis le plus merveilleux des professeurs, des collègues, des ingénieurs de la boîte, le pote le plus sympa de l'immeuble, je change la roue du voisin, je monte les courses de la vieille dame. Qui va croire que ma femme est maltraitée? Personne. Je suis un petit formidable. Et toutes les copines de ma femme voudraient m'avoir comme mari. Et donc, la pauvre femme, pour peu qu'elle n'ait pas des bleus partout, mais qu'elle soit humiliée en permanence, qui va la croire? Et donc, il se cache pas de lui dire, personne va te croire. Vas-y, parle, dépose plainte, on va se foutre de ta gueule. Voilà, qui enfonce encore plus la personne dans sa solitude et dans son désespoir. Et puis la dernière chose, c'est de retourner la culpabilité. C'est ta faute. Si tu n'étais pas aussi mauvaise cuisinière, aussi mauvaise maman, aussi insupportable, si tu te fagotais mieux, si tu recevais mieux, mais moi je serais, comme toujours, le plus gentil des garçons. C'est ta faute si ça va mal. Et bien sûr, nous les femmes, on a aussi une petite tendance à l'auto-culpabilité, donc oui, c'est ma faute. Et je vais faire mieux. Et en fait, le drame de ces femmes, c'est que elles vont s'accrocher et faire encore plus et encore mieux et rentrer à l'heure et répondre aux SMS et décrocher le téléphone. Et c'est absolument pas ça qu'il faut faire. Mais comment le savoir? Donc oui, l'entreprise, oui, les collègues, très très utiles, avec cette limite que tant que l'autre n'a pas compris dans quoi elle se débat, c'est un peu vain. C'est-à-dire qu'on va pouvoir lui dire tu vas crever, arrête, tu vois bien que ce que tu vis n'est pas normal, c'est pas ça qu'elle a envie d'entendre, elle est pas prête. Et donc ça peut introduire aussi une petite difficulté, c'est-à-dire je lui ai dit 20 fois, elle est venue dormir chez moi, je lui ai trouvé un logement, je lui ai prêté des sous, et puis hop, elle est repartie chez lui. Et ben moi j'en ai marre. Et c'est pareil, les flics c'est pareil, on va aller déposer plainte, et puis l'agresseur très malin, il va arriver en rampant avec des fleurs, ma chérie, mais tu sais bien, j'étais énervée, ma mère était malade, mon patron m'avait engueulée, c'est toi que j'aime, tu es la plus belle. Que fait la femme? Elle va au commissariat, elle retire sa plainte. À la 6e fois, le flic lui dit, écoutez madame, je sais pas que ça à faire, c'est la 6e plainte, passez votre chemin. Et tout ça concourt en fait à enfermer les femmes dans la solitude et dans la violence. Je m'arrêterai là. On pourrait en parler pendant des semaines. Rada est la première sortie que j'ai fait avec ma fille quand j'étais encore chez mes parents l'été où je suis partie. C'était une vente de t-shirts au profit de la Maison des Femmes. Donc j'ai entendu parler de Rada vraiment quand
J'étais le poussin qui sortait de son œuf, tombé du nid. Je lui ai écrit et elle m'a reçue à l'hôpital. Et ce qui m'a... Parce que bien sûr, je continue toujours, 3 ans plus tard, de me rendre compte de là où j'ai décollé, là où comment j'ai fait pour accepter ci, des épisodes qui me reviennent, etc., etc. Et Rada m'a énormément aidée aussi parce que elle a été beaucoup plus choquée de certaines phrases à mon encontre que lorsque je lui ai raconté que le père de ma fille m'avait fait une clé et qu'il m'avait cassé la main. Et donc, elle m'a fait prendre conscience, en fait, que l'emprise était une violence bien pire que la violence physique. Voilà. C'est à ce moment-là que j'ai compris véritablement la différence entre les deux. Voilà. Donc, en fait, je viens ici pour régler tous mes comptes et faire mes merci en public. C'est une belle thérapie. Je vais vous payer chacun à la fin, c'est ça. Donc, je voudrais qu'on aborde maintenant des points un peu plus précis sur le rôle de l'entreprise. Donc, pardon, j'en suis pas du tout là. Je suis complètement perturbée. C'est pas grave. Pour comprendre, en fait, parfois on se doute qu'il se passe quelque chose, mais effectivement, dans les représentations des femmes violentées, d'ailleurs on dit souvent les femmes battues, alors qu'en réalité elles sont pas toutes battues. D'ailleurs, parmi toutes les femmes que je raconte, la majorité n'avait jamais reçu de violence physique, sauf qu'elles ont été tuées. La seule fois où elles en ont reçu, pour le coup, ça a été efficace. Mais elles avaient effectivement été dévalorisées, isolées, enfin tout ce qui a été raconté au préalable. Je tiens juste, pardon, avant de passer la parole à Sandrine de l'UNFF, qui a finalement résumé tout cela par le terme de signaux faibles, ce que je trouve très intéressant. Les signaux forts, c'est ce qui va être évident. C'est évidemment un cocard toutes les semaines. Bon, bah là, il n'y a pas débat. Tout le monde comprend bien qu'il y a un problème. En revanche, il y a plein d'autres petits signaux, et c'est ce qu'expliquait Amélie avec moi qui tremblait, la terre s'arrêtait alors que on était sur le point de signer un contrat qui allait nous permettre de vivre 1 an. Ah bah, je reçois un appel pour savoir si j'ai bien acheté l'escalope, la terre entière s'arrête, quoi. Donc voilà, c'est un signal faible. Bon, je la raconte là avec emphase, mais en réalité, quand c'est quotidien, ça fait partie des signaux. Donc, je trouve ça très important qu'elle explique comment ce que c'est et comment les voir. Je tiens juste à rajouter que par rapport à la notion de stéréotype que j'abordais au départ sur qui sont les victimes, moi, la victime telle qu'on se l'imagine, qui sait ni lire ni écrire, qui a 7 enfants en bas âge et qui se prend des torgnoles toute la journée, j'en ai pas vu. Voilà. Moi, en tout cas, on m'en a pas raconté. J'ai que des femmes qui, la plupart du temps, déjà étaient fortes, puisqu'elles se sont fait tuer quand elles sont parties. Donc, elles ont décidé de mettre un terme et d'aspirer à autre chose. J'ai une vendeuse d'armes, une ancienne de Polytechnique, une chercheuse en biotechnologie qui vivait entre les États-Unis et la France. Et pour celles qui avaient choisi des vies autres que très carriéristes, la plupart en tout cas avaient déposé plainte, étaient parties de chez elles, avaient changé leurs enfants d'école et se sont quand même faites poignarder devant eux en pleine rue, etc., etc. Donc la notion de femme faible et donc victime de violence, en tout cas, elle en a pris un coup à travers mon enquête. Voilà, je laisse la parole sur les signaux faibles. Merci. Je vais déjà vous présenter très très rapidement l'association. Donc pourquoi cette association? Comme le disait très justement Sarah au début de ce colloque, c'est que quand on est une famille de victimes, on se sent extrêmement seul face à un énorme désert institutionnel. Là, ça nous tombe dessus et on ne sait pas par quel bout commencer. On a l'impression que quand la femme meurt, tout s'arrête. Or, pour nous, les familles, tout commence. Ça commence par la prise en charge des enfants, trouver un avocat, enfin tout ça. Donc,
c'est vraiment pour ça que j'ai co-créé cette association, qui a vraiment deux grands piliers: l'accompagnement des familles dans un premier temps. Ça va être un accompagnement administratif, on va les aider à rédiger certains courriers. Un accompagnement juridique de premier niveau, on va les mettre en relation avec les bons avocats. Et surtout aussi un soutien psychologique en lien avec des centres de prise en charge en psychotraumatologie, parce que les familles et les victimes ne peuvent pas aller voir le psy du coin. C'est vraiment un traumatisme particulier que vivent ces femmes et ces familles. Et ensuite, le deuxième pilier, c'est la prévention. Donc, c'est ce qu'on fait aujourd'hui en venant témoigner devant vous. On participe également à la formation des policiers et des gendarmes. Et on va témoigner également au niveau des SPIP avec les hommes violents qui ont été condamnés. On vient témoigner et leur montrer les conséquences de leurs actes sur les familles, en règle générale, aussi bien les nôtres de victimes que les leurs, et surtout on les amène à réfléchir sur les conséquences de leurs actes sur leurs enfants. Ensuite, comme l'a dit Sarah, voilà, on va vous présenter aujourd'hui un livret de signaux faibles que nous avons rédigé. C'est un outil donc que nous utilisons dans la formation des policiers et des gendarmes. Pourquoi on va vous le présenter ce soir? Parce que ça va être un outil aussi pour vous, pour déceler les signaux faibles. Moi, ma sœur, avant de mourir, donc ma sœur fait partie des femmes qui n'avaient jamais pris une gifle avant de mourir. Elle n'avait pas porté plainte puisqu'elle n'était pas victime de violence physique. Par contre, effectivement, victime de contrôle coercitif. Moi, j'ai jamais vécu la violence dans ma famille, que ce soit de la part de mes parents, que de la part de mes petits amis, de mes frères, mes sœurs. Donc, effectivement, j'avais essayé certains stéréotypes aussi sur les victimes. Et quand ma sœur a pu m'envoyer certains signaux, j'ai pas su les interpréter. Elle a pu me dire qu'il choisissait ses vêtements, qu'il allait la chercher tous les soirs à son travail, qu'elle devait pas manger tant de quantité, plus que tant de quantité de nourriture, qu'elle devait faire le ménage de gauche à droite et pas de droite à gauche. Et après, quand on remet ça dans le contexte, ma sœur est la dernière de 4, beaucoup très chouchoutée. Et lui, je le connais, parce que très souvent, c'est quelqu'un aussi qu'on connaît bien, quelqu'un qui en a confiance. Pour ma part, c'est le parrain de mon fils aîné. Donc, je me suis dit, certainement qu'elle exagère. C'est ce que je me suis dit. Or, elle m'avait envoyé beaucoup de signaux. Et donc, je vais laisser Christine vous dérouler un peu le livret des signaux faibles. Bonjour. Étant une association de terrain, on est donc confronté en permanence avec des familles de féminicides ou des femmes victimes de violences, et on voit tous les manquements dans les lois qui peuvent exister. Et l'une de nos missions, en tout cas la mienne, c'est de faire remonter tout ça et que ça se traduise concrètement dans la promulgation de lois qui sont adaptées aux femmes victimes de féminicide. On va uniquement parler du terme féminicide. Le terme féminicide n'est pas un terme juridique reconnu. Enfin, il me semble qu'il est important, notamment qu'il soit reconnu dans les textes et dans les codes civils, le pénal, etc. Donc, comme Sandrine le disait, l'une de nos missions, qui sont nombreuses, c'est aussi de former les policiers et les gendarmes aux signaux faibles de violence conjugale, notamment quand ils reçoivent des femmes qui décident de porter plainte dans un commissariat ou dans une gendarmerie. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'une femme, avant de porter plainte, va grosso modo en moyenne faire 6 allers-retours avant de vraiment décider à porter plainte. Donc, j'imagine que dans une entreprise, le processus va être aussi long avant de décider d'en parler à sa collègue ou à son chef. Voilà. Donc, c'est très important d'avoir la bonne attitude et de savoir repérer tout ce qu'elle ne va pas forcément dire concrètement, ou tout ce que vous allez pouvoir induire de son comportement. Comme Sarah l'a mentionné tout à l'heure, un signal fort, ça va être une tentative d'homicide. Ça va être un coup de couteau, un coup de poing, je te pousse dans l'escalier. Enfin, bon, on va avoir du sang, du bleu. Purée, ça fait mal. Hein, bon. Et c'est pour ça qu'on combat certaines entreprises qui font de la prévention des violences intrafamiliales en mettant des photos de femmes avec des cocards, qui, pour nous, c'est une ineptie totale, sachant que toutes les femmes qui sont mortes d'un féminicide ont subi 100%
auparavant des violences psychologiques, mais notamment la sœur de Sandrine, n'avait jamais subi de violences physiques. Donc, résumer une victime potentielle à une femme ayant des coups, des blessures, etc., c'est complètement faux. C'est une ineptie totale. Ça, c'est le premier point qu'il faut savoir. C'est voilà. Donc, un signal faible, je lis la définition du Kilarousse, que j'avais reprise, un signal faible à l'opposé d'un signal fort est une information d'alerte précoce, de faible intensité, pouvant être annonciatrice d'une tendance ou d'un événement important. Grosso modo, le policier ou le collègue va devoir se mettre dans la peau de Sherlock Holmes et mettre déjà la personne en situation suffisamment de confort pour pouvoir déceler des choses qu'elle n'a pas forcément envie de dire d'un premier abord. Donc donc c'est extrêmement important de savoir ça. Un signal faible peut être très faible, mais l'addition de signaux faibles donne un signal fort. Donc ça veut dire que isolés ou fragmentés, ils n'auront pas de signification particulière. Mais quand on va mettre en évidence tel signal, plus tel signal, on va se dire ah non mais alors là, il faut tout de suite prévenir la police parce que elle risque sa vie. Donc c'est extrêmement important de pouvoir placer la femme dans un environnement, je dirais, de violence qui serait commis par le compagnon ou l'ex-compagnon. Il faut savoir que les féminicides sont commis généralement par des compagnons ou des ex-compagnons en période soit de séparation ou post-séparation. C'est très important. Le féminicide est un crime de possession. Tu veux partir, je vais t'empêcher de partir et de ne plus m'appartenir en te tuant, grosso modo. Bon, éventuellement, je me tue, comme ça on est unis dans la mort, enfin, en simplifiant, en schématisant. Donc, il est très important de protéger, de faire attention à une femme qui est victime de violences conjugales et qui a quitté le domicile conjugal, tout autant de la même manière qu'une femme qui est encore au sein du domicile conjugal. Quand je vous disais qu'une femme qui est victime de violence ou une femme qui est victime de féminicide a subi forcément 100% de violences psychologiques et pas forcément des violences physiques, il est très important de savoir que ces femmes sont systématiquement sous emprise de leur conjoint. Alors l'emprise, on en a parlé tout à l'heure, ça se définit comme une manipulation mentale avec des violences psychologiques, des violences verbales, qui s'installent progressivement dans le temps, avec une alternance de phases de séduction et une phase de violence. C'est-à-dire, l'homme va être violent pour des raisons parfois complètement futiles, et la femme va s'en rendre compte, mais pour éviter qu'elle parte de son emprise, va s'en suivre une phase de séduction. Donc, mais non ma chérie, je t'aime, mais t'as vu mon steak, il était quand même pas assez cuit, quoi, franchement, mais tu es la femme de ma vie, et voilà, ainsi de suite. Donc en fait, il est très compliqué d'arriver à convaincre une femme qui est dans la phase de séduction, parce que elle va être complètement, sous l'emprise du compagnon, en fait. Donc cette phase d'alternance de chaud et de froid est destinée, grosso modo, à anéantir la personnalité de la victime, de la femme, de manière à ce qu'elle n'ait plus d'autonomie intellectuelle et qu'elle ne puisse plus penser par elle-même, grosso modo. Elle est complètement soumise à la volonté, au desiderata du compagnon. Les femmes s'habituent comme ça à être dénigrées et n'ont même plus conscience d'être victimes. C'est-à-dire qu'elles vont accepter un niveau élevé de violence verbale. Je parle pas des violences physiques parce que ça ce sont des signaux forts. Elles vont accepter un niveau élevé de violence verbale, des dénigrements, des gros mots, etc. Ce qu'elles n'ont absolument pas à faire. L'emprise psychologique va de pair avec le contrôle coercitif, qui est une autre notion qui fait partie aussi de l'arsenal du manipulateur, c'est-à-dire on va contrôler la femme dans ses déplacements.
Une victime qui est sous emprise a un seuil d'acceptation plus élevé que la moyenne de la violence du conjoint. Enfin, si tant est qu'on puisse avoir un seuil d'acceptation de violence, bon, des disputes sont normales, une violence systématique ne l'est pas. Une victime de violence va avoir une omniprésence psychologique ou physique de son conjoint qui va entraîner son omniscience. C'est-à-dire que même si le conjoint n'est pas là, elle aura peur de sa réaction et va donc se limiter dans ses propos ou dans ses actes. Une victime de violence va se sentir dévalorisée, va être isolée sur les plans généralement familiaux, amicaux et professionnels. Pourquoi? Parce que le manipulateur assoit son emprise en isolant sa victime de manière à ce qu'elle ne puisse plus rapporter de faits de violence la concernant. Cette perte de repère et cette dissociation du cerveau peut provoquer même une anesthésie émotionnelle de la personne qui ne se rend pas compte de la violence qu'elle subit. Alors, les autres symptômes qu'on peut vous donner comme signaux faibles, c'est l'incapacité de la personne à se rendre compte des gravités des faits qu'elle subit depuis des années, l'incapacité de repérer une menace de mort. On en parlait tout à l'heure. Une femme va entendre de la part de son compagnon, je vais t'ouvrir le corps et t'enlever les boyaux. Elle ne va pas comprendre que c'est une menace de mort, alors que c'en est une. Elle va souvent pouvoir, avoir une sorte de distanciation de son discours par rapport à la situation qu'elle vit. C'est-à-dire que elle va rapporter des faits en minimisant éventuellement la gravité, alors que les faits sont bien pires que ce qu'elle peut raconter. Elle va aussi souvent mentir sur l'origine des blessures. Je vais souvent voir la kiné et le nombre de femmes qu'elle me rapporte qui sont tombées dans l'escalier ou qui ont reçu la commode sur l'épaule ou bon, c'est impressionnant. Elle a un recul par rapport à la violence qu'elle subit, ou alors elle peut avoir une logorrhée verbale fuite du regard, fébrilité, agitation anormale ou au contraire hypervigilance, car omniprésence réelle ou supposée du conjoint. Les signaux faibles qui tiennent maintenant à tout ce qui est environnement de la victime sont les suivants. Le mari, on a eu un cas encore récemment, peut, à l'insu ou pas, suivre la femme victime de violence du domicile à l'endroit de son travail, c'est-à-dire à son entreprise. Il peut connaître, par exemple, ses codes d'accès aux réseaux sociaux, mail, téléphone, etc. Il peut éventuellement mettre des traceurs sur le téléphone ou sur la voiture. Il peut inonder le téléphone de sa victime de messages, comme le disait Sarah tout à l'heure, car il se considère comme le propriétaire de la femme. Voilà. Il va par exemple conserver soit la carte d'identité, le passeport ou la carte vitale de la femme, qui fait que si la femme a besoin d'aller chez le médecin, il va l'accompagner parce qu'il viendra avec elle et la carte vitale. Comment? Oui. Je vais vous repasser Sandrine qui va vous parler des signaux faibles qu'on peut voir en entreprise. Oui, pour revenir sur vraiment le sujet du colloque, par rapport à des collègues, ça peut être souvent de l'absentéisme, beaucoup d'absentéisme avec des excuses parfois farfelues. Ça peut être aussi trop de présence sur le lieu de travail, mais de la présence qui va pas forcément être fructueuse, manque de concentration, ça peut être des crises de larmes, du stress, un repli sur soi-même, ça peut être aussi pour certaines personnes une fluctuation au niveau du poids, soit une prise de poids importante, soit à contrario une perte de poids très importante aussi. Ça peut être un changement vestimentaire, la personne était très coquette et d'un coup ne se maquille plus, ne s'habille plus de la même façon. Souvent ce sont des signes qui sont assimilés à un manquement professionnel, au risque parfois d'être sanctionné ou même voire licencié. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que ça risque d'aggraver la situation de la dame, parce que souvent, son entreprise, c'est son seul refuge. Donc c'est vraiment très important de faire attention. Et l'entreprise, elle peut vraiment jouer un rôle dans la détection. En faisant de la prévention, parfois les campagnes de prévention peuvent être
facteur de libération de la parole de certaines femmes. Elles peuvent aussi les accompagner dans la recherche d'une structure, d'une association ou de conseils. Et enfin, moi, je vais terminer par dire à tous les collègues, ce n'est pas faire de la délation que de signaler des violences. Très souvent, quand on entend les féminicides, enfin, en tout cas, quand moi j'entends à la télé, il y a eu un féminicide, très souvent les voisins disent « Ah bah oui, je savais, quand j'ai entendu qu'il y avait un féminicide, j'étais sûre que c'était elle. » Voilà, surtout, ce n'est pas de la sphère privée, ce n'est pas de la délation, c'est de l'assistance à femmes en danger. Vraiment, il faut vraiment l'entendre parce que on a tendance à se dire bah ça ne nous regarde pas, c'est voilà, c'est sa vie privée. Mais non, c'est pas sa vie privée. Et voilà, allez l'aider, allez lui parler. Et si c'est trop grave, dénoncer les violences, c'est aider la dame. Voilà. Merci beaucoup. Je crois même qu'on va aller encore plus loin avec Maître Jérôme Guay, puisque assistance peut aussi devenir de la non-assistance à la personne en danger. Donc je voudrais que je situe un petit peu. Je tenais dans le livre à raconter des portraits de femmes de partout en France, ainsi que dans les territoires d'outre-mer. Alors c'était déjà pas facile de trouver des familles en Bretagne, alors je vous explique pas pour les trouver en Guyane. Heureusement, j'ai un avocat assez différent de la plupart à qui j'ai eu affaire, qui m'a dit au bout de 3 minutes où je lui expliquais le projet, qu'il trouvait ça génial et qui voulait que je vienne à ses frais en Guyane rencontrer les familles, ces familles clientes, quoi. Donc il m'a donné cette responsabilité-là de rencontrer des personnes que très peu de gens rencontrent, puisque j'ai réalisé en allant en Guyane que finalement la plus grande frontière, le pays le plus frontalier de la France, c'était le Brésil. Moi qui imaginais le Brésil comme l'exotisme total très loin de la France, finalement non. Donc j'ai eu des entretiens avec des mamans françaises qui parlaient encore brésilien parce qu'elles avaient émigré en Guyane. Enfin, j'ai eu accès à des histoires auxquelles je pensais jamais avoir accès. Et Jérôme s'est spécialisé depuis quelque temps maintenant justement sur les questions de féminicide, de violences faites aux femmes et à travers les différentes affaires qu'il défend. Je voulais qu'il se concentre sur ce que dit la loi, l'évolution de la loi sur l'entreprise pour le coup en tant qu'entité. Quelles sont aujourd'hui les armes qu'elles ont et surtout les dangers qu'elles encourent, elles et les personnes qui les composent. Merci Sarah. C'est un sujet très vaste et donc je vais essayer de coller à ce qu'on m'a demandé. C'est pas évident. Bon, d'abord, comment les violences intrafamiliales sont sanctionnées, quelles réponses on a? On les a dans le code pénal. Dans ce code pénal, on a la réponse aux sanctions, mais on a moins la réponse en pratique, concrètement, comment on démarre dans le processus judiciaire. Et c'est pour ça que le lien est intéressant à faire avec donc le rôle de l'entreprise. Je vais un jour, récemment, il y a quelqu'un qui me dit, vous savez, le voisin, c'est le plus proche parent. Et finalement, on peut adapter ça au monde de l'entreprise, et quelquefois les collègues de travail sont le plus proche parent, puisque on s'aperçoit que il y a une espèce de loi du silence qui, même à l'intérieur d'une famille, existe. Et donc, le rôle de l'entreprise et des collègues de travail, mais aussi des supérieurs ou des subordonnés, des chefs d'entreprise, est intéressant dans cette cause, dans cette grande cause depuis plusieurs années maintenant, puisque on s'aperçoit quand même, pour être très général pour commencer, que les pouvoirs publics ont bien pris en considération le chantier qu'il y avait. C'est-à-dire que, en fait, chaque année, on en rajoute, mais c'est parce qu'il en manquait beaucoup. C'est pas une frénésie législative. Elle existe, cette frénésie législative, dans quelques
dans quelques circonstances, mais pas dans celle-là. Il y a tellement eu de retard en réalité dans la prise en considération des violences intrafamiliales et des violences faites aux femmes, que oui, effectivement, ben, c'est devenu effectivement quelque chose dont on parle régulièrement, mais c'est quelque chose de tout à fait positif. Alors l'entreprise, elle doit considérer cela avec beaucoup de responsabilités. D'abord, c'est inscrit depuis toujours, enfin depuis longtemps dans le Code du travail. Il y a une obligation de sécurité de résultat qui pèse sur l'employeur concernant ses salariés. Et alors les indications, c'est l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Voilà, bon, eh bien, les mesures nécessaires. Alors, les mesures nécessaires, c'est assez vague. Et donc, c'est pour ça que il faut peut-être aller un petit peu plus loin sur le sujet. Alors, les victimes elles-mêmes, elles peuvent maintenant plus facilement avoir accès au juge et avoir des décisions rapides, mais encore faut-il qu'elles soient aidées dans ce déclenchement suite aux signaux faibles, suite à d'autres épisodes, d'autres événements. Donc, elles ont un accès plus rapide à la justice parce que le juge d'affaires familiales pour une ordonnance de protection, il a 6 jours pour rendre une décision, donc ça va très vite. Et elles ont plus facilement accès également à la justice de nos jours, puisque depuis le mois de janvier 2023, moi j'avais sur un réseau social, j'avais effectivement fait la même remarque avec une de mes consoeurs. C'est en fait ce qui est effarant, c'est que depuis janvier 2023 qu'un avocat peut venir s'asseoir dans un commissariat de police ou dans une gendarmerie à côté d'une victime pour l'assister lors du dépôt de plainte. C'est quelque chose de en fait, c'est hallucinant. C'est le décalage qu'il y a entre ce que la société aurait dû comprendre depuis longtemps et ce qu'elle comprend enfin. Donc, ça, c'est quand même quelque chose à retenir. C'est pas plaider pour ma paroisse, c'est au contraire, c'est avoir vraiment le réflexe avocat. J'avais réagi également sur un réseau social par rapport à une députée, je me rappelle, qui avait tweeté, qui avait dit, il faut faire ci, il faut faire ça, il faut faire ça. Et j'avais rajouté, parce que comme elle était avocate elle-même, j'ai dit, et puis pousser la porte d'un cabinet d'avocats aussi. Parce que les avocats ont peut-être communiquent de plus en plus, mais encore pas assez à mon goût. Et je pense que il y a beaucoup d'avocats et d'avocates qui font un travail admirable dans la prise en charge de leurs clients et donc des victimes la plupart du temps, et ce sans compter leurs heures et sans systématiquement être dans la recherche d'un gain financier. Donc dans l'entreprise, il faut que chacun prenne sa part de responsabilité et que il y ait un peu plus de dénonciation, mais dénonciation dans le sens, je dirais, propre et dans le sens noble du terme, parce que et puis législatif, puisque si vous êtes témoin de faits qui sont de nature criminelle, parce que vous avez accompagné votre collègue de travail ou que vous êtes allé la chercher à son domicile lorsqu'elle a été battue, etc., et que vous ne dénoncez pas des faits criminels, ben vous tombez aussi sous le coup de la loi. Donc il y a le crime de l'infraction de non-dénonciation de crime, il y a l'infraction de non-assistance à personne en danger, et tout ça, ce sont des infractions qui reposent, je dirais, qui pèsent plus encore sur les tiers que sur l'entourage de l'auteur, puisque l'entourage de l'auteur bénéficie d'une exception, et le conjoint de l'auteur, les enfants, les frères et sœurs de l'auteur ne sont pas soumis, ils sont exemptés de cette obligation légale de dénoncer un crime, de porter, voilà. Donc c'est plus finalement aux personnes qui sont témoins directs, mais sans être liés avec l'auteur, à faire les choses. La fameuse ordonnance de protection, je ne sais pas si ma consoeur a choisi d'en parler aussi tout à l'heure, elle ouvre beaucoup de possibilités. Elle ouvre la possibilité, par exemple, très concrète, de faire en sorte que même pendant le processus judiciaire, soit validé le fait de garder secrète son adresse, de pas donner son adresse.
il y a beaucoup de choses qui ont été ajoutées et vous avez une proposition de loi qui a été adoptée en première lecture à l'Assemblée nationale le 9 février 2023 qui permet de ouvrir par exemple les conditions de délivrance d'une ordonnance de protection, c'est-à-dire qu'avant on devait caractériser le danger, maintenant il suffit qu'il soit potentiel. C'est quand même une belle ouverture pour obtenir une ordonnance de protection. Et on a allongé la durée de l'ordonnance de protection, on l'a portée de 6 mois à 12 mois. Donc quand vous pouvez saisir un juge qui doit rendre une décision en 6 jours pour fixer 12 mois de protection par des mesures concrètes, c'est quand même une avancée qui est notable et qu'il faut connaître. Il y a quelquefois, on reçoit des gens qui, en 5 minutes, savent ce qu'ils ont à faire. Et d'ailleurs, c'est des démarches que l'avocat risque de leur demander de faire pour commencer à constituer le dossier. Et puis, c'est un soutien moral, c'est une aide. Donc, bien sûr qu'il faut aller voir les associations d'aide aux victimes, bien sûr qu'il faut aller voir les associations spécialisées, mais ça suffit pas. Alors, ces associations elles-mêmes le savent et elles travaillent avec des avocats, mais de manière générale, il faut que dans la société, il y ait un réflexe plus direct, plus systématique pour aller chercher, comme on dit, l'information sur ses droits. C'est important. Il faut que chacun s'empare du sujet et que chacun ait la volonté de s'y mettre, moi j'ai envie de dire. Il y a 2 sentiments, en général, qui touchent toutes les victimes et qui rendent le travail plus difficile de tous ceux qui sont autour. C'est la honte et la peur. Alors, avec la honte et la peur, c'est déjà très difficile d'arriver à cerner ce qui se passe dans l'entourage d'une victime et chez une victime. Donc, il faut vraiment, je dirais, ne pas hésiter à creuser et puis à tirer les sonnettes d'alarme. Pour un chef d'entreprise, une précision vite fait, le chef d'entreprise ne peut pas licencier un salarié par rapport à des faits qui relèvent de la vie privée. Certes. Par contre, si ces faits qui relèvent de la vie privée ont des conséquences qui se manifestent dans la désorganisation de l'entreprise, là, on peut tout à fait justifier d'un licenciement tout à fait qui sera validé si on explique bien les conséquences que ces faits qui relèvent de la vie privée ont sur la bonne marche ou la mauvaise marche de l'entreprise et le climat à l'intérieur. Vous avez des conjoints qui vont chercher, j'ai entendu parler tout à l'heure le soir, chercher la femme au travail bon, ben ça on est vraiment là dans l'intrusion parce que ça veut dire que tous les collègues autour vont avoir peur de est-ce que le monsieur vient armé ou pas, puisque on sait, elle nous raconte tout, qu'il est complètement fou. Donc ça crée une angoisse. D'autres salariés partent plus tôt. Donc dès qu'on peut rattacher, et ça, croyez-moi, les avocats, ils vous aideront à rattacher, s'il faut rattacher. Donc en parlant, en évoquant la situation de manière très concrète et très précise, on arrive à trouver des solutions. Donc, il faut vraiment s'emparer du sujet et s'adresser aux avocats, s'adresser aux associations de victimes et ne pas rester seul à essayer de déterminer un diagnostic, de poser un diagnostic sur des situations qui sont extrêmement complexes. Voilà. Depuis le départ, on parle beaucoup des femmes et c'est tout à fait normal, mais on n'a pas, à mon avis, suffisamment abordé la question des enfants. Parce que bon, derrière, il y a les enfants. Je sais qu'en France, à peu près, il y a à peu près sous contrôle, hein, mais à peu près 4 millions d'enfants qui ont été témoins de violences conjugales, qui ont été souvent traumatisés par ces situations-là. Donc, je pense que c'est un débat qu'il faudrait qu'on ait. Enfin, je sais pas. Moi, j'attends en fait des réponses aussi là-dessus. Et puis la deuxième question qui me vient à l'esprit, c'est celle de la ruralité, puisque là, en fait, beaucoup de violences ont lieu dans des endroits un peu, enfin, qui sont en ruralité. Hein, plus 50% des violences ont lieu en ruralité. Donc, comment on fait dans ce cas-là? Parce que il y a vraiment un problème pour prévenir, pour identifier, pour cerner pour intervenir, tout simplement.
moi, je représente le monde de l'entreprise, puisque je travaille aux ressources humaines au sein du groupe UP. C'est un sujet qu'on aborde. Alors, sans en faire une grande cause, en tout cas à ce stade, on n'en a pas fait une grande cause au sein de l'entreprise. Cependant, on mène un certain nombre d'actions depuis plusieurs années sur différents sujets de violence qui peuvent aussi intervenir en entreprise, que ce soit le harcèlement moral, le harcèlement sexuel, les agissements sexistes, ce genre de thématiques. Et effectivement, on ne peut pas ignorer que une femme victime de violence conjugale, forcément, ça a un impact au sein de l'entreprise, ça a un impact dans son quotidien. On a beaucoup parlé du rôle des collègues et de l'entreprise dans l'identification des signaux faibles. Donc nous, on a essayé d'aborder ce sujet de trois façons, ou dans trois étapes peut-être. La première étape, c'est l'information, c'est-à-dire que parler du sujet des violences conjugales au sein de l'entreprise, c'est important et c'est pas un non-sujet dans l'entreprise. Une femme victime de violences conjugales, quand elle arrive à son travail, elle arrive avec ses soucis, son stress, peut-être une mauvaise nuit, peut-être voilà. Donc forcément, effectivement, que ça a un impact dans le monde de l'entreprise. Donc la première façon dont on va aborder les choses, c'est effectivement d'informer. Voilà, nous par exemple, on a fait le choix d'afficher aussi le bon comportement d'un collègue qui est confronté à une situation. Donc déjà écouter la personne. Si j'ai un collègue qui vient vers moi ou si je me rends compte de quelque chose, j'ai le droit d'en parler. Enfin, j'ai le droit d'aller voir la personne. Après, elle va décider ou pas. Je sais plus qui disait. Enfin voilà, il se passe un certain temps entre le moment où on commence à voir des choses qui bougent chez son collègue de travail ou chez sa collègue de travail, jusqu'au moment où la personne elle est prête ou pas. Mais en tout cas, c'est de pas ignorer cette parole. Donc voilà, nous on a affiché le numéro, le 3919, on a remis quelques petits principes qu'on a affichés dans l'entreprise. Donc ça, la première démarche, informer. La seconde, c'est former, sensibiliser. On propose un certain nombre de formations, d'événements tout au long de l'année. Les formations, alors on a accompagné par exemple les membres du COMEX, les managers, les élus aussi. Alors pas spécifiquement sur la thématique des violences faites aux femmes, je le précise, mais des violences de façon un peu plus générale. Mais ce qu'on applique dans les agissements sexistes ou sexuels, le harcèlement moral, on parlait beaucoup d'emprise morale, tout ce qui va sur le mental. On l'a dans le harcèlement moral, on le retrouve de la même façon dans les violences. Donc tous ces enjeux, en tout cas, par le prisme de la formation, c'est des choses qui sont importantes. Et on pense que pour former et pour sensibiliser, il faut que ça parte aussi du haut. Il faut que tout le monde ait conscience de l'impact sur les collègues de travail, sur le collectif de travail aussi, parce qu'un collègue qui est absent régulièrement parce qu'elle est victime de violences, c'est de l'absentéisme. Ça veut dire que le travail va se répartir aussi sur les autres collègues. Ça peut créer aussi un sentiment pas forcément positif vis-à-vis de sa collègue, parce qu'on ne sait pas la situation à laquelle elle est confrontée, et voilà, ça peut créer des crispations. Donc, il faut libérer la parole. Donc, ça passe par la sensibilisation, par la formation. Et puis aussi, nous, ce qui nous paraît aussi important, c'est de dire, on parle des violences faites aux femmes, mais aussi par le biais de ces formations, c'est qu'on montre, parce que on se dit que dans l'entreprise, forcément, je crois qu'il y a un chiffre, c'est une femme sur 10 qui est victime de violences conjugales. Donc forcément, dans notre entreprise, il y a certainement des femmes qui sont confrontées. Et oui, on en a, puisqu'on a été amené à accompagner certaines situations. Mais ça veut dire aussi que dans l'entreprise, on a peut-être aussi des bourreaux. Enfin voilà, le mot que je vais utiliser, des bourreaux. Et le fait de dire, nous entreprises, on forme, on sensibilise et on informe, ça veut dire qu'on ne met pas de côté ce sujet de société et que ça ne s'arrête pas qu'aux victimes, mais le message, il s'adresse aussi aux bourreaux de ces femmes qui sont victimes de violences conjugales. Et puis le troisième axe sur lequel l'entreprise peut intervenir, en tout cas nous à ce stade, de quelle façon est-ce qu'on intervient, c'est donner les moyens d'agir.
On a une assistante sociale, on a des relais, donc c'est pour ça que c'était important aussi de former les représentants du personnel, parce que c'est pas facile de venir voir son manager, c'est pas forcément facile de venir voir la direction des ressources humaines, mais parfois c'est plus facile, un collègue qui va en parler à un élu, un représentant du personnel, qui va nous passer le message. Et si la personne n'a pas envie de s'adresser à la direction aux ressources humaines, en tout cas, on a des relais aussi, nous, au sein de l'entreprise, qui permettent de pouvoir donner les bons moyens, c'est-à-dire les personnes vers qui on peut se tourner, le médecin du travail, que ce soit l'assistante sociale. Si on a connaissance de la situation, ça peut être des aménagements d'horaires qui permettent d'aller visiter des locations pour pouvoir trouver un nouveau logement. On a pu être amené à accompagner aussi des collaboratrices dans le cadre de mobilité interne pour les éloigner aussi de leur ex-conjoint violent et qui leur faisait subir des pressions importantes. Voilà, donc voilà, on s'est rendu compte par exemple pendant le confinement que on a été amené à inciter les collaborateurs à faire du télétravail. On a été amené à gérer des situations en faisant revenir, en fait, en proposant à des collaboratrices de revenir sur le lieu de travail parce que c'était extrêmement compliqué pour elles d'être en télétravail et 100% à la maison à proximité de leur conjoint ou ex-conjoint violent. Donc voilà, l'entreprise peut aussi accompagner toutes ces victimes par beaucoup d'actions en tout cas qui sont beaucoup du bon sens. Voilà, de l'écoute, mais voilà, ça veut dire ne pas ignorer, ça veut dire écouter, ça veut dire ne pas vouloir aussi se substituer aux professionnels. Donc voilà, on a le 3919, on a l'assistante sociale, on a le médecin du travail. On peut aussi nous être amené, enfin voilà, je sais qu'une fois on a été amené à contacter la police aussi pour le commissariat pour pouvoir aussi accompagner une de nos collaboratrices pour déposer une main courante vis-à-vis de son ex-conjoint. Et puis c'est aussi que le monde du travail ne soit pas une charge mentale supplémentaire pour ses collaboratrices. Donc savoir qu'on est écouté, qu'on est entendu et qu'on est aidé, accompagné, ça résout pas la situation, mais ça peut permettre aussi un petit peu d'alléger toute cette charge supplémentaire que toutes ces femmes subissent. Voilà. Il y a plein de choses encore à faire. Bonsoir. Alors, moi, pour répondre à cette question, avant de lier tout ce qui est égalité entre les hommes et les femmes et les violences conjugales, il fallait que je revienne sur tout l'aspect du travail. Comment l'égalité des chances peut avoir un impact, mais déjà, qu'est-ce que ça veut dire l'égalité des chances au travail? Alors, elles prennent plusieurs formes. Elles peuvent être déjà salariales. On sait que les femmes, pour un même travail, pour un même emploi, gagnent moins que les hommes. Mais elles peuvent aussi être statutaires. Il existe un véritable plafond de verre entre les hommes et les femmes d'un point de vue de l'emploi dans la hiérarchie, du poids dans la hiérarchie. Mais elles peuvent aussi être comportementales, dans le sens où elles peuvent avoir tendance, par exemple, à l'autocensure, ne pas se porter volontaire pour plus de responsabilités parce elles considèrent pas qu'elles sont à 100% capables d'assurer ces responsabilités, ou aussi parce que elles savent que à la maison on aura besoin d'elles, donc elles ne peuvent pas prendre plus de temps, plus de responsabilités dans un travail, etc. Et là on en vient du coup à ce qui lie l'égalité au travail et la violence à la maison. C'est que il y a toute cette... on parle beaucoup d'ailleurs de charge mentale, de tout ce qui est inégalité des tâches au travail, de tout ce qui est le travail non rémunéré à la maison. Et l'inégalité au travail engendre l'inégalité à la maison, le fait que les femmes ont plus de temps, je mets des guillemets parce que c'est du travail, c'est du temps qu'elles trouvent, mais tout le temps qu'elles ne consacrent pas à leur travail en entreprise, à la sociabilité en réseau, avec les collègues, etc., elles le consacrent aux tâches ménagères, aux enfants, aux courses. Donc tout ça, c'est le travail non rémunéré qui fait partie de toute cette charge mentale qui participe de ces inégalités au travail.
Et là, quand on arrive à ces inégalités-là, on peut arriver à penser l'impact de l'égalité des gens sur les violences conjugales, car si les femmes prennent plus de temps à travailler, à participer à ces réseaux de sociabilité-là, etc., elles risquent d'appartenir beaucoup moins à leur conjoint, et donc d'échapper à leur conjoint, et ça c'est ce qui peut engendrer les violences conjugales. Quand Sarah m'a demandé de participer au livre, elle m'a donné un cas un peu différent de tout ce qu'on a abordé là. Elle m'a donné le cas de Hélène Légocien, qui était la femme de Louis Althusser, le célèbre philosophe du marxisme, célèbre figure de mai 68, de l'ENS. Enfin, il était darwinien, grand philosophe, et on connaît très peu sa femme, Hélène Légocien, qui elle était une grande sociologue. Elle aussi, elle est passée par le Parti communiste. Elle aussi, elle est passée par l'ENS. Elle aussi était grande professeure. Elle était dans la résistance. Bref, elle avait un parcours brillant, conséquent, et pourtant, elle est complètement passée aux oubliettes. Il s'agit d'un cas féminicide, puisque après 30 ans de vie commune et de violence à répétition, Louis Althusser a fini par tuer par strangulation sa femme. Et on a complètement oublié l'existence d'Hélène Légocien. Et en fait, ce cas il est intéressant dans le cas des inégalités au travail, puisqu'ils travaillaient ensemble. Elle a beaucoup participé à ces travaux, elle a beaucoup écrit même une partie de ses livres, de ses articles, etc. Et ça s'est complètement passé aux oubliettes. Elle était en quelque sorte vraiment sa possession. Et c'est là que le lien est intéressant à faire. Donc voilà, je vais essayer de ne pas être trop longue parce qu'on a déjà bien parlé et je vais laisser la parole à ma collègue. Mais voilà, si on pour répondre à la question, l'égalité au travail permettrait déjà de réduire la part de charge mentale et de tâches non rémunérées, etc. à la maison, et donc de permettre une plus grande autonomie des femmes aussi et de réduire les interdépendances entre les femmes et les hommes dans le domaine dans la vie privée. Voilà. Alors pour ma part, j'ai essayé de prendre de la hauteur par rapport au sujet qui m'a été donné. Pourquoi l'égalité au travail est une façon de lutter à terme contre les violences faites aux femmes. On l'a dit au tout début de ce colloque, effectivement le phénomène des violences faites aux femmes, et dans ce phénomène, j'inclus bien évidemment les violences conjugales, mais les violences faites aux femmes, c'est au sens large. On a beaucoup parlé des violences conjugales ou intrafamiliales, mais il y a également, à proprement parler, des violences faites aux femmes, que ce soit sur leur lieu de travail. C'est vrai qu'on l'a peu évoqué, mais il y en a beaucoup. Pour vous donner des chiffres, des statistiques, j'ai repris notamment les statistiques de l'INSEE publiées dernièrement. Les agressions sexuelles faites aux femmes représentent 6% des agressions faites sur leur lieu de travail. C'est pas anodin, ce sont des chiffres parmi tant d'autres. Donc effectivement, prendre de la hauteur, c'est aussi se rappeler que ce phénomène des violences faites aux femmes est une problématique au sein de notre société qui a été prise en compte très très tardivement. On le voit notamment à travers l'évolution de la loi. Pour ma part, en 2015, j'ai essayé justement, avec mon expérience professionnelle, de venir en aide à ces femmes en coécrivant un livre qui s'appelle « Le guide juridique des femmes victimes de violences ». Et en retraçant le parcours législatif français, je me suis rendu compte que c'était tout simplement catastrophique. Pourquoi ? Par exemple, le viol conjugal,
en France, ça a été reconnu très tardivement. C'est un exemple, encore une fois, parmi tant d'autres. On a évoqué l'ordonnance de protection, mais l'ordonnance de protection, elle existe depuis 2010 seulement. Alors c'est très bien, on a des outils législatifs aujourd'hui, ça je tiens tout de même à le souligner. J'entendais tout à l'heure mon confrère, et j'étais agréablement surprise parce que c'est pas le cas, et je l'évoquais également avec mes collègues à côté de moi, mais malheureusement dans les juridictions parisiennes et en Île-de-France, on a une progression au niveau des ordonnances de protection qui sont prononcées, mais ça reste encore trop peu d'ordonnances qui sont accordées. Pourtant, la loi évolue, elle évolue encore aujourd'hui. On essaie d'assouplir les conditions pour pouvoir bénéficier d'une ordonnance de protection, mais je vais vous donner un exemple très simple, mais malheureusement assez récurrent en matière de violence conjugale. J'assiste, comme je vous l'ai dit en tout début, au quotidien, et c'est souvent, comme l'a dit mon confrère, des dossiers absolument pro bono, c'est-à-dire qu'on n'attend aucun intérêt financier, on est là pour apporter notre aide, notre expertise. Et des femmes qui se retrouvent dans des situations de viols conjugaux, comment voulez-vous apporter la preuve? Ça se passe à huis clos. Il n'y a pas de témoin, évidemment. Sauf que comment voulez-vous expliquer au juge, ma cliente, donc qui est assise à côté de moi, qui est en pleurs, qui tremble, qui ne sait pas, et pourtant j'essaie à mon niveau, parce que je ne suis qu'avocate, je ne suis pas psychologue, mais ce qui est important aussi de souligner, c'est que nous formons toutes et tous, une équipe pour aider ces femmes. Il n'y a pas que l'avocat, on l'a évoqué, il y a l'assistante sociale, il y a les collègues de travail, il y a les employeurs. Tout le monde à son niveau peut apporter son aide. Alors pour reprendre cet exemple assez révélateur mais assez inquiétant, c'est qu'effectivement, on n'a pas de preuve de ces viols conjugaux. J'aurais pu très bien parler aussi des violences physiques, des violences psychologiques. Je demande très souvent à mes clientes, est-ce que vous avez des éléments à m'apporter très concrètement pour les violences psychologiques, c'est-à-dire le rabaissement, le dénigrement au quotidien dans tout ce qu'elle peut faire, que ce soit la manière dont elle va s'occuper des enfants, la manière dont elle va faire à manger, la manière dont elle va s'habiller, la manière dont elle va parler. Est-ce que vous avez des preuves à m'apporter, des textos? Alors j'essaye de penser à toutes sortes de choses, des témoignages. Et c'est là où j'en viens, excusez-moi, je fais beaucoup de parenthèses, mais c'est assez utile. Les collègues de travail ont un rôle primordial. Ce que je peux recueillir dans mes dossiers, c'est souvent des attestations de collègues de travail. Puisque, comme on l'a dit dans ce colloque, les collègues de travail, finalement, ils nous connaissent plutôt bien. C'est une réalité, c'est vrai, on les côtoie au quotidien, on passe beaucoup de temps avec eux, et à force, ils connaissent nos habitudes, ils connaissent les habitudes de ces femmes. Et donc j'ai beaucoup d'attestations qui indiquent très clairement la dégradation de l'état général de leurs collègues, ce qu'ils ont pu remarquer, son investissement au quotidien concernant l'éducation des enfants. Donc c'est assez précieux. Encore une fois, on se pose toujours la question comment on peut aider ces femmes au moment où elles sont prêtes à dénoncer le conjoint violent ou l'ex-conjoint violent. À votre niveau, à notre niveau, on peut les aider en apportant tout simplement un témoignage. Alors oui, la mesure extrême, c'est d'aller dénoncer. Dénoncer, c'est notamment aller au commissariat de police. J'ai parfois des personnes qui osent effectivement prendre la décision ou qui m'appellent dans le cadre des permanences téléphoniques que je donne de manière hebdomadaire, comment je peux aider telle personne. Alors, ce n'est pas forcément des collègues de travail qui vont me poser la question, mais des membres de famille. J'ai tout de même une femme qui s'est retrouvée, là je vous donne un exemple un peu fort, mais ça peut marquer les esprits et c'est parfois utile de donner, on parle de féminicide, mais heureusement parfois on n'arrive pas jusqu'à là. J'ai eu le cas d'une femme qui m'a extrêmement marquée. Pourtant, dans ce métier, on essaye tout de même de se blinder et d'essayer de faire la part des choses, mais on reste des êtres humains, on a des sentiments. Cette femme, âgée à peine moins de 40 ans, qui a une petite fille aujourd'hui qui doit avoir au moins 14 ans, mais à l'époque qui avait 8 ans, a été retrouvée séquestrée chez elle dans son salon, assise en plein milieu du salon, totalement inerte. C'est comme si elle était sans vie, en fait, c'est exactement le terme, qui avait pourtant un doctorat de droit. Donc c'est vrai qu'on s'intéresse souvent au profil des hommes violents, on s'intéresse aussi au profil des femmes qui sont victimes de violences, mais il n'y a pas de profil. Il n'y a pas de profil. Ça peut toucher n'importe qui.
Excusez-moi, je fais beaucoup de parenthèses, mais mon premier dossier de violence conjugale à l'époque, quand j'étais collaboratrice, j'étais jeune, très très jeune avocate, et on a vu arriver dans le bureau donc, de l'associé pour qui je travaillais l'une des plus grosses fortunes de France. Et on se dit, bah, comment c'est possible? Elle a les moyens financiers de s'en sortir. Qu'est-ce qui est arrivé à cette femme? Effectivement, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais pour vous dire que ça peut toucher n'importe qui au sein de notre société, n'importe personne, peu importe la catégorie socio-professionnelle à laquelle elle appartient, donc il faut être extrêmement vigilant. Et donc je vous disais, cette femme qui était restée voilà, cloîtrée dans son salon, sans vie, ça faisait plusieurs jours qu'elle était là, je ne sais pas comment elle faisait ses besoins, elle ne mangeait plus, elle était dans un mutisme le plus total, elle a été évidemment amenée dans un hôpital psychiatrique, son enfant a été placé immédiatement puisque le père violent également violent enfin, avec sa fille, donc elle a été placée. On n'est pas arrivé jusqu'au féminicide, mais c'était de peu. Et qui a dénoncé? C'était pas le collègue de travail, parce que cette femme, malheureusement, on a parlé de l'isolement, c'est une réalité, elle était totalement isolée, malgré les diplômes que j'ai pu vous indiquer. Elle était sans travail, et ça c'était absolument volontaire de la part de son conjoint. C'est un membre de la famille qui a dénoncé. La membre de la sœur donc, qui m'avait appelé, qui m'a dit, écoutez, là j'ai ma sœur qui est dans un état pas possible, elle ne répondait plus au téléphone, je me demandais même si elle était toujours vivante, elle a tout simplement appelé le commissariat de police qui dépendait de sa ville, et heureusement, ils ont ouvert la porte et ont vu cette femme totalement sans vie. Aujourd'hui, pour vous dire qu'elle reprend un peu le dessus, heureusement, sa fille n'est plus placée, mais c'est véritablement le parcours du combattant. Donc, pourquoi je vous parlais de ça? Parce que effectivement, pour revenir sur le sujet principal, l'égalité au travail, on a cette prise de conscience tardive. Pourquoi en France, on est face à cette problématique? Puisqu'on a longtemps considéré que les violences faites aux femmes, les violences conjugales, étaient véritablement un sujet tabou. Je vous parlais de huis clos, ça se passe en général effectivement à huis clos, au sein du domicile conjugal, et ça n'en sort pas. Et voilà, ça reste effectivement au sein de ce domicile. Il est grand temps, c'est les mœurs qui doivent évoluer, c'est les mentalités qui doivent évoluer, et je suis persuadée que cette évolution doit passer par la formation, par l'éducation aussi, je dirais l'éducation, puisque c'est pas qu'au niveau du travail qu'on doit faire des formations, qu'on doit inculquer les principes de l'égalité, c'est dès le plus jeune âge. Alors c'est peut-être pas le sujet d'aujourd'hui, mais effectivement, à l'école, dans les établissements, que ce soit les collèges, les lycées, même chez les tout petits, même à l'école maternelle, on doit apprendre ce que c'est le respect mutuel, l'égalité entre les filles et les garçons, si je parle des écoles, l'école maternelle, l'école primaire, c'est dès le plus jeune âge qu'on doit donner cette éducation, parce que malheureusement, c'est pas inné. Et l'égalité au travail, effectivement, ça peut être fortement utile, puisque on va apprendre que la femme est l'égale de l'homme à tous les niveaux, notamment sur le plan salarial, sur le plan de l'évolution professionnelle, et j'ai envie de dire que c'est un double intérêt. Pourquoi? Parce que ça va venir former, inculquer en tout cas des valeurs aux hommes et aux femmes. Alors aux hommes parce que forcément, au sein d'une entreprise, on a beaucoup parlé du fait qu'il y a très certainement des femmes qui sont victimes de violences, mais il peut y avoir également des hommes auteurs de violences. Il faut penser à ça aussi. Il ne faut pas se placer uniquement du côté des femmes, mais également des auteurs de violences, parce qu'eux aussi ont un besoin même plus qu'important de formation, de leur inculquer des valeurs. On a aujourd'hui des stages de responsabilisation qui sont ordonnés au niveau des juridictions, mais si ça peut passer par la sphère du travail, c'est-à-dire au quotidien de ces personnes, c'est encore mieux. Donc effectivement, il faut faire évoluer les mœurs, et l'égalité au travail va permettre
à des hommes auteurs de violences, peut-être de revoir un petit peu leur attitude au quotidien, même si ça va être un travail sans doute de longue haleine. Et pour les femmes qui se retrouvent donc victimes, qui sont des victimes de violences conjugales au sein de leur travail, c'est très important que ces valeurs d'égalité soient inculquées. On l'a dit, hein, les femmes victimes de violences ont ce sentiment assez présent, et ça c'est le constat que je peux faire malheureusement en pratiquant. Je reçois à mon cabinet des femmes victimes de violences, des attitudes de remise en question. Elles perdent confiance en elles, véritablement. Je le vois très très souvent, et j'essaie encore une fois à mon niveau de les rassurer, de leur redonner cette confiance en elles, parce qu'elles sont sans cesse dévalorisées par leur conjoint violent. Sans cesse. Effectivement, elles en arrivent même à douter sur leur qualité de mère. Enfin, c'est atroce quand on les entend parler, alors qu'elles ont tout. Elles ont tout, évidemment qu'elles sont des bonnes mères, évidemment qu'elles sont des salariés exemplaires, mais finalement, leur apprendre qu'elles sont égales vis-à-vis des autres hommes, que ce soit de leur employeur, que ce soit de leur conjoint, c'est extrêmement important. Et encore une fois, j'insiste, et c'est notamment le rôle de mon association, Avocats Femmes et Violences. 2 mots sur l'association. Donc, qui a pour but, comme je vous l'ai indiqué, d'accompagner sur le plan juridique et judiciaire les femmes qui sont victimes de violences, pas uniquement en conjugal, ça peut être des femmes malheureusement qui sont victimes de viols dans la rue, pour vous donner un autre exemple, ou des femmes victimes de violences sur leur lieu de travail. On a pour objectif non seulement de les accompagner sur le plan judiciaire, mais aussi de former, donc d'intervenir auprès des professionnels, des interlocuteurs, des premiers interlocuteurs de ces femmes, et notamment, alors encore une fois, c'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais d'évoquer ce sujet avec les professionnels de santé, formés. Alors ça peut être avec la médecine du travail, effectivement, si je fais le lien, ça peut être utile parce que les médecins sont parfois aussi les premiers interlocuteurs, le médecin généraliste tout simplement, la femme victime de violence qui va voir son médecin. Et là, les professionnels de santé doivent être formés, doivent être en capacité de déceler ces signaux. Et être aussi les accompagner, comment ils peuvent dénoncer en respectant le secret médical. Voilà, je ne vais pas rentrer dans le débat, mais effectivement, c'est des conférences qu'on peut donner très fréquemment, et on peut parfaitement intervenir. Encore une fois, tout ça, c'est vraiment à titre pro bono, mais pour former, aider et accompagner tous les acteurs qui entourent les femmes victimes de violences. On avance bien dans le timing. On a quand même encore un peu de temps pour répondre à des questions, pour poser des questions encore, mais assez